Je vais tout de suite appeler Yves Le Bailly, qu'on a entendu tout à l'heure. Vous le connaissez comme géographe et écrivain. Il est bien sûr partisan de la réunification de la Bretagne et de son autonomie politique. Membre et président de l'association Géographes en Bretagne et milite au sein de l'association et la maison d'édition Arfals Colvreys. Son dernier livre, Défi pour la Bretagne, un nécessaire nouveau contrat social. Je rappelle également que Yves Le Bailly a été récipiendaire récemment du collier de l'Hermine qui lui a été remis à Josselin dans les mois derniers. Une intervention donc, un nécessaire besoin d'autonomie, une approche économique, sociétale et géopolitique. Je vous remercie. Bon. En 2018, en novembre 2018, il y a exactement 4 ans, à Morlaix, j'ai évoqué cela tout à l'heure, nous faisions un colloque qui avait réuni pratiquement 200 personnes sur l'état de la région, et il était très clair que derrière la vision idyllique, la vulgate merveilleuse qui nous était vendue par un certain nombre de nos responsables régionaux, la réalité était nettement moins favorable, et je vais en rappeler quelques traits. C'est à partir de là, dans les conclusions de cette journée, que s'est constitué le collectif Bretagne Majeure, quelques semaines plus tard, notamment à Carhaix. Et depuis 4 ans, donc, nous travaillons en ce sens. En effet, quand on écoute le discours officiel, eh bien, la Bretagne est une terre merveilleuse d'accueil de population, avec 25 à 30 000 habitants nouveaux chaque année, avec un équilibre de vie, des paysages merveilleux qui attirent aujourd'hui tous ces gens qui fuient les métropoles, avec un dynamisme économique, puisque le taux de chômage n'est que de 6,9% de la population active, c'est-à-dire un des taux les plus bas de France, à 1,5 point en dessous de la moyenne nationale. Bon, on peut se gargariser de tout cela, la réalité est pourtant autrement moins idyllique. C'est une très forte reprise de l'émigration de la jeunesse, plus d'un tiers d'une génération, comme en 1900, dans les années 50. C'est une croissance démographique qui est essentiellement constituée par l'arrivée massive de populations de plus de 50 ans et qui pose donc un problème de gestion à l'avenir pour la région. C'est une activité touristique et de villégiature qui peut-être donne l'illusion d'une vitalité sociale et économique, mais qui est en fait un élément destructeur des équilibres économiques et sociaux d'une grande partie de la région. La question du logement qui est récemment posée en est le révélateur. C'est des questions vitales qui deviennent maintenant sans réponse, comme celle que nous avons vécue cet été à propos de la ressource en eau, mais aussi sur l'état des eaux continentales et marines. C'est surtout quelque chose qui est lancinant depuis les années 60, même 50, c'est cette érosion permanente des activités primaires. Je ne parle pas de l'agriculture qui, pour la Bretagne, 5 départements en 1970, portait encore 200 000 exploitations agricoles et qui maintenant en porte à peine 30 000. Donc, et même chose, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, sur la pêche, où aujourd'hui, on s'attend par exemple au cours de l'année qui vient, sur le port le plus actif du Finistère, le Guilvinec, à voir plus de la moitié de la flottille arrêter son activité en semi-hauturier. Donc on est bien là sur des questions qui sont problématiques. Parmi elles, une qui nous est renvoyée en permanence dans la figure, qui est celle de la déficience de la production énergétique sur notre territoire, les ruptures territoriales, etc. Le point qui, je pense, est à l'origine du vœu qui a été voté en mois d'avril, c'est essentiellement, et c'est pour ça qu'il y a eu unanimité, la difficulté du budget régional. Ce budget, on le sait, est d'1,7 milliard, c'est ridicule, c'est pratiquement 10 à 38 fois inférieur à ce que des régions européennes autres peuvent disposer, et elles peuvent mener des politiques. Nous ne pouvons pas. Et notre région Bretagne a eu un mal fou à boucler le budget de cette année, grâce aux économies qu'il avait faites les années précédentes, mais il lui manque quand même 50 millions actuellement. Et si le vœu a pu se faire, y compris chez des gens qui sont plutôt réfractaires à cette idée d'autonomie, c'est bien parce que cette question financière est essentielle. Essentielle, ne serait-ce que pour faire fonctionner le quotidien. Donc la question d'autonomie, aujourd'hui, elle est posée par tous ces dysfonctionnements, toute cette régression de la vie économique et sociale de la région. Et cette régression n'est que le résultat, en fait, d'une soumission à un ordre économique polarisant,
celui de l'Union européenne, mais aussi d'un ordre politique dominant qui impose ses choix politiques sans que les populations ne soient concernées. Et ce qui est terrible, c'est que depuis une quinzaine d'années, en gros depuis la crise de 2008, eh bien, ces deux visions fonctionnent de concert, dans une absence totale de gestion et de prévision, de prospective, comme nous le disons en tant que géographes. Donc, notre classe politique aujourd'hui et notre région sont soumises à ce diktat des deux logiques de la polarisation et du libre marché d'un côté et de la concentration qui se radicalise de plus de l'autre. Alors je vais prendre un ou deux exemples significatifs qui montrent bien les limites de ce type de politique. La politique énergétique, justement. La politique énergétique est très révélatrice. La Bretagne 5, actuellement, produit 16% de ses besoins en électricité. Donc on n'arrête pas de dire les Bretons ne sont pas responsables. Ils sont responsables dans d'autres domaines où ils sont en surproduction. Mais là, comme par hasard, cette question vitale de l'énergie est montrée du doigt. Et on le voit bien à travers de multiples exemples. Dans les années 80, les choix sur le nucléaire, que fort heureusement nous avons repoussés. Mais aujourd'hui, les choix sur l'éolien offshore, qui sont tout aussi problématiques, mais qui passent mieux parce que c'est soi-disant écologique. Mais quand on regarde ce qui s'est passé en baie de Saint-Brieuc, quand on regarde les débats qu'il y a aujourd'hui au large de Groix et Belle-Île, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas aussi idyllique que cela. Et encore une fois, ce sont des systèmes qui s'imposent dans des visions capitalistiques au jeu et au choix des populations. Cet exemple-là est très intéressant, et notamment celui de la baie de Saint-Brieuc, qu'on pensait pouvoir ne plus apparaître, et qui montre bien qu'un choix aussi important que le choix énergétique, quand il est vécu dans des grands machins, comme sont ces parcs éoliens offshore, eh bien, est problématique pour les populations. Dans le même temps, on oublie de dire que le pays du Mené va être l'année prochaine autosuffisant en énergie, et en énergie propre, en énergie verte. Mais ça, c'est le produit d'une volonté d'un groupe social qui, sur son pays, a visé son autonomie énergétique. Et ce qui se fait dans le Mené peut être fait dans maint, je dirais, territoire, pays de Bretagne. Alors pourquoi ne l'envisage-t-on pas ? Parce que l'énergie est vécue comme étant un système de multinationales qui font fonctionner les réseaux bancaires avant toute chose. Mais on est très loin de ce qui est une responsabilité énergétique telle qu'on pourrait la souhaiter, qui suppose une responsabilisation des populations par rapport à leurs besoins, une réelle information sur les enjeux, donc accepter les inconvénients et les défauts de ce choix, une démocratisation du projet qui suppose des débats et une concertation. Et je rappelle que le mot concertation apparu il y a une vingtaine d'années veut dire construire ensemble. Or, ce qui est terrible quand on entend les politiques, ils disent on se concerte. On concerte. Ils oublient le « se », c'est-à-dire qu'ils oublient la moitié du débat. Et ça passe par nécessairement une décentralisation de la politique énergétique. Bon, on pourrait prendre d'autres exemples, comme les Landes de Bretagne, qui sont dramatiquement anémiées, comme la question de la pêche. Juste une petite parenthèse, mais quand le traité de Granville a été remis en cause par le Brexit il y a 2 ans, eh bien, il est terrible de se dire que Jersey discutait avec Bruxelles, qui discutait avec l'État français pour rediscuter un accord qui avait été conçu entre pêcheurs bretons et pêcheurs jerseyais, directement, sans passer par l'appareil européen et étatique. Pourquoi la région Bretagne, aujourd'hui, ne peut plus discuter ce genre de choses ? C'est un véritable problème. Alors, on voit bien que cette question est aujourd'hui une question de nécessité. Mais moi, je me place en tant que géographe dans une autre vision de l'autonomie. Nous vivons aujourd'hui dans une période de bouleversement énorme, comme l'humanité n'en a que très rarement rencontré, sinon depuis la révolution néolithique. La crise climatique, la mondialisation conduisent à une remise en cause totale de nos modèles de vie, et c'est bien ce pourquoi j'ai écrit l'ouvrage Défi pour la Bretagne. En effet, la crise climatique suppose de revoir tous nos paradigmes de vie. Et pour y répondre, il faut retrouver la sagesse
traditionnelle de nos rapports à la Terre, ce que les géographes appellent la géosophie. Ça veut dire retrouver ce lien intime entre les sociétés et leur milieu de vie, ce qui suppose humilité, relation intime avec le milieu, mémoire de ce milieu, développement plus endogène des territoires, maîtrise et conception plus antérieure dans une sorte de prospective justement de la maîtrise territoriale, et une approche surtout globale des enjeux. Cette approche globale qui relève de la gestion intégrée définie par le sommet de Rio de 1992 est quelque chose de nécessaire, d'évident pour résoudre la crise climatique. Et malheureusement, cette gestion intégrée pour l'État français ne peut pas se faire à l'échelle de l'État ni de l'Union. Elle ne peut se faire, quand on veut une approche globale qui touche la complexité, qu'à l'échelle de petites communautés, telles que des communautés régionales au maximum. Donc, ces changements, en fait, impliquent, pour préparer et résoudre les problématiques de l'avenir, que la région devienne une région majeure, qui ait la capacité d'opérer ses propres choix, de décider de la manière dont elle organisera son territoire, son économie, ses relations sociales, son organisation territoriale. Alors, qu'est-ce que doit être une Bretagne majeure? On a préféré, nous, à l'issue du colloque de Carhaix, garder ce mot plutôt que autonome, parce que ça veut dire retrouver ce comportement d'adulte responsable. Ça veut dire d'abord s'appuyer sur une mémoire collective. Et ça a été dit tout à l'heure, l'éducation à l'histoire, à la culture, aux enjeux de notre société doit être quelque chose qui doit s'opérer dès l'école, chez les jeunes, car c'est cette génération de jeunes qui va être confrontée aux enjeux à venir. Elle doit se faire aussi par le biais des médias, qui sont souvent très en retard par rapport aux besoins. Moi, je suis effaré de voir qu'on a perdu 20 à 30 ans par rapport à la prise en charge de la mutation climatique. Ça veut dire donc que l'appareil scolaire est à remettre en cause dans ses programmes, dans ses choix, et surtout à un moment où on se rend compte que l'appareil scolaire national est en déliquescence. Ça veut dire, deuxième chose, s'appuyer sur une organisation territoriale et politique autre que l'actuelle. Et il est très clair, mon ancien camarade, Monsieur Laurent, l'ancien directeur de l'INSEE, Loïs Laurent, pardon, disait toujours qu'il n'y a que 3 niveaux seulement de gestion qui doivent prévaloir: la commune, le pays, la région. Et on voit bien que tout cela, aujourd'hui, remet en cause l'ordre de nos départements, mais pire encore, l'ordre de nos intercommunalités, qui sont par définition antidémocratiques. Qui pèse aujourd'hui sur ces technostructures? Est-ce que le citoyen a un droit de regard sur les politiques qui sont faites sur sa communauté d'agglo? Non. Donc on a à reprendre ce processus-là, et a été évoquée tout à l'heure la notion d'assemblée unique. Oui, c'est une réponse, mais je dis aussi les pays sont une réponse, car ce sont les seuls espaces de solidarité où peuvent s'exprimer ces approches globales et complexes. Alors, pour terminer, puisque le temps est compté, ça suppose enfin 3 choses. Ça suppose d'abord une dotation financière à la hauteur des autres régions européennes, car effectivement, nous avons besoin de faire nos choix en matière de transport, en matière d'aménagement, en matière d'énergie, en matière d'éducation, etc. Et ça suppose de l'argent. Quand on voit le budget de la région Bretagne, c'est une misère. Et il est terrible de voir que cette dotation qui est octroyée comme une obole à nos régions, eh bien, est à ce point insupportable. Ça suppose, deuxièmement, une autre conception et une autre organisation de la République française. Tout à l'heure était évoqué dans le discours d'Alice Isouez, et je l'ai repris, ce qu'a été cette première année de la Révolution française avec la fête des fédérations. Oui, nous avons besoin, dans un cadre renouvelé d'organisation du territoire national, de concevoir les choses sur des régions fortes, comme nos autres régions européennes occidentales, des régions qui assument leurs responsabilités hors des zones régaliennes et qui aient capacité, dans un concert européen, à fonctionner sur un mode fédéraliste. Enfin, ça veut dire une démocratie refondée, renouvelée,
plus proche du citoyen. Et là aussi, c'est une autre évolution qui doit accompagner l'autonomie pour moi. C'est celle qui implique une vie participative, une autogestion par les communautés de leur complexité à résoudre. Donc vous voyez, faire dire cela, ce n'est pas en remettre en cause les valeurs et l'idée de la République, c'est la concevoir différemment, en rendant le citoyen plus responsable, plus proche des actions qui vont guider son avenir de demain. Il en est plus que temps. Je vous remercie. Je voulais montrer une carte, mais on n'aura pas le temps. Mais elle est révélatrice, ou si on a 2 minutes. Oui, 2 minutes. Voilà, c'est cette carte qui est sortie en 2005. C'est la dernière carte de prospective que je connaisse, qui a été faite par l'Institut atlantique d'aménagement du territoire à un moment où encore l'arc atlantique existait. Et cette carte, depuis, il n'y a plus rien. C'est le marché qui gère. Et révélatrice des choix qui se sont opérés à ce moment-là. Vous pouvez remarquer que sur cette façade atlantique nord-sud, les péninsules, la Bretagne, la Cornouaille, le Pays de Galles, le Donegal, l'Écosse sont à l'abandon. À l'inverse, les zones d'activité que vous avez en rouge sont des zones qui sont intégrées à des logiques continentales. Et on voit là que s'affrontent 2 schémas géopolitiques. Une vision polarisante sur le fondement économique et politique de l'Europe continentale qui récupère une partie pour la Bretagne de l'est de la région et qui, par contre, délaisse ces péninsules à des fonctions ludiques, de villégiature et de sous-investissement. À l'inverse, imaginons que nous ayons une vision atlantique nord-sud face à l'Atlantique et donc à la mondialisation. Ces péninsules prendraient une toute autre lecture et on aurait là des têtes de pont ouvertes en projection sur le monde, avec des ports actifs qui ne le sont pas aujourd'hui. Et c'est en cela que la réunification de la Bretagne est essentielle, car une vision maritime de la Bretagne ne peut que se concevoir qu'avec Nantes-Saint-Nazaire dans le lot des ports bretons. Je vous remercie.